C'est étonnant, non? Il est temps d'entendre le courroux du peuple français par l'organe du procureur général de la République des proches françaises. Ça va vous faire plaisir, il est pour la peine de mort. Monsieur le Président, chère maîtresse, Monsieur le représentant de la petite noblesse d'épée, Mesdames et Messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Une fois de plus dans cette enceinte, le couroumnou, ma voix s'éraille et la colère qui m'égare n'a d'égal que l'ire qui m'étreint. Tchou, 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 tchou. Car enfin, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, je vous le demande, en votre âme et conscience, que vient faire cette créature outrageusement fardée dans notre cher tribunal bon chic, bon genre? Vous parlez du prévenu? Je parle de Marianne Sergeant. Ah bon. Savons-nous seulement qui est cette femme qui vient jusque dans nos bras manger le pain de nos Portugais? Est-elle seulement habilitée à plaider? Que sait-on d'elle? Qu'elle est mariée à un plombier? C'est vrai, Marianne Sergeant? Personnellement, remarquez, je n'ai rien contre les manuels. Remarquez, du moment qu'ils ne viennent pas bouffer chez moi, ils font ce qu'ils veulent entre rustres. C'est pas mon problème. Ce qui est beaucoup plus agaçant, madame, c'est que je lis sur votre fiche de police que m'a aimablement communiqué le ministre de l'Intérieur, merci Cricri, que vous nous venez de la Seine, puisque vous étiez chanteuse à l'Opéra de Strasbourg. Et ça, c'est incroyable. Et je pose la question, est-il possible, est-il tolérable, mesdames et messieurs les jurés, qu'on remplace un ténor du barreau par une soprane du Bas-Rhin? Mais restons-en là, si vous le voulez bien. En m'attaquant de front à Marianne Sergeant, je risquerais d'être mal compris de notre auditoire féminin, alors que s'il est une chose au monde que je redoute par-dessus tout, c'est de passer pour misogyne, surtout auprès des grognasses, des pétasses, des gonzesses et des boudins. Venons-en plutôt au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, ou plutôt qui vous préoccupe, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, parce que, en ce qui me concerne, je dirais, à l'instar des nombreuses victimes émasculées dans les livres de l'accusé, que j'en ai rien à glander. La première fois que j'ai vu de près un livre de Gérard de Villiers qui représente ici la petite noblesse d'épée, c'était... Ça me fait marrer. C'était dans la loge d'un ancien SS français devenu gardien d'immeuble anti-arabe dans une cité HLM de la banlieue nord. C'était une vieille ordure rougeaude à yavinée avec des dents noires et une haleine de vieille poubelle pourrie qui soufflait comme un porc comateux chaque fois qu'une petite fille passait en courant devant sa loge. D'une main, cet homme tenait un exemplaire des aventures de SOS ou RAS, je ne sais plus très bien comment vous appelez votre bellâtre, et de l'autre, il astiquait le goulot de son inséparable litron de velours de l'estomac, ayant passé depuis longtemps l'âge d'astiquer quoi que ce fût d'autre. La deuxième fois que j'ai vu de près un exemplaire de la vie exaltante de votre tripier des osseurs occidental, c'était sur le bureau d'une espèce d'emmanché débile sous-responsable d'un sous-service d'une administration sous-médicale. Un de ces contarés incurables qui se vengent d'être étriqués en promenant leurs clients de service en service et de guichet A en guichet B pour essayer en vain de se faire croire qu'ils existent et qui consacrent leur inexistence à un seul but, que le feuillet 3 bis du formule C112 soit rempli sans erreur par l'affilié cotisant. La troisième fois, c'était sur ordonnance. Lors d'un début violent d'intoxication alimentaire, mon médecin m'a ordonné au choix un lavage d'estomac ou la lecture d'un chapitre de SAS. SAS, le héros qui fait gerber. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Gérard de Villiers est donc le génial inventeur d'une méthode médicale révolutionnaire, puisque son SAS, tout con facho qu'il est un excellent vomitif. Alors, je vous le demande, mesdames et messieurs les jurés, allons-nous réclamer la tête d'un homme qui a plus fait pour les progrès de la médecine que l'impresario de Dalida pour la promotion des couvre-chefs auprès des vieux chats de Gouttière? Et puis enfin, tout de même, mesdames et messieurs les jurés, chère Marianne, toi dont le prénom républicain sonne à mes oreilles comme le glorieux clairon de Barra à Austerlitz, du Guesclin au Thermopyle, de Rintintin à Dien Bien Phu, si vous voulez. Je vous le demande, cher public, chéri, mon amour, allons-nous condamner à mort quelqu'un qui appartient à la petite noblesse d'épée?
C'est quand même pas de la merde, la petite noblesse d'épée. Si quelqu'un dans la salle pense que la petite noblesse d'épée, c'est de la merde, qu'il lève le doigt. Dégonflés qu'ils sont. À propos de petite noblesse d'épée, je suggérerais maintenant à nos auditeurs un petit jeu, histoire de changer un peu et de quitter un instant le ton solennel de ce réquisitoire austère du procureur, sous la robe duquel bat l'idéal. Oui, non, ça va. Sous la robe duquel bat Non. l'idéal républicain, Ah bon. le plus tenace, le plus rude, le plus grandiose. Alors voilà le jeu. Qui, parmi nos auditeurs, pourra nous dire, c'est parfaitement authentique, hein, c'est pas une question idiote. Qui, parmi nos auditeurs, pourra nous dire quel était le nom de ce notable de la Troisième République qui s'offrit, avec ses rentes, un nom à particules qui devait devenir, et qui est, plus que jamais de nos jours, extrêmement célèbre en France? Si vous trouvez, chers auditeurs, envoyez vos réponses à Pierre Desproges, Les Nouveaux Riches, France Inter. Qu'est-ce qu'on gagne, monsieur le procureur? Comment? Qu'est-ce qu'on gagne, un diamant? Le président est bon, il vous aide. Je vais vous donner deux autres indications pour vous aider aussi. Le notable en question fut judicieusement surnommé à l'époque Monsieur Depuis Peu. À l'Assemblée, on l'appelait Monsieur Depuis Peu. Quant à son descendant, très célèbre aujourd'hui, il a beaucoup œuvré pour le bonheur de la France, et il continue d'ailleurs, et apparemment, il n'a pas l'intention de s'arrêter. Quand je dis qu'il a beaucoup œuvré pour le bonheur de la France, il ne faut pas non plus exagérer, mais enfin tout de même, c'est lui, ou plutôt c'est sous son règne, il n'a pas eu l'idée tout seul, mais c'est sous son règne que la plus grande réforme jamais réalisée en France depuis la guerre a été apportée à nos institutions. Je veux parler évidemment du décret instituant obligatoirement en France un horaire d'été et un horaire d'hiver. Bien sûr, l'homme auquel je fais allusion ne laissera probablement derrière lui, face à l'histoire, aucune autre trace de son passage, sauf quelques ossements de pachyderme au bord des pistes est-africaines. Mais tout de même, il fallait le faire, car aucune bête au monde, même pas un éléphant, mesdames et messieurs les jurés, n'aurait eu l'idée d'instituer un horaire d'été et un horaire d'hiver en France. Aucune bête au monde, sauf le maréchal Pétain, puisqu'il paraît que c'était déjà comme ça sous l'occupation. Maréchal. Pour en finir avec Ballandard du Vivier, dit GG petite noblesse d'épée, je réclamerai contre lui un léger supplice, comme ceux qui sont décrits avec minutie dans les SAS, dans le seul but de faire bandouiller une ultime fois les adjudants sadiques à la retraite. On pourrait par exemple lui raboter les fesses à la varlope rouillée, ou lui passer les pouces au hachoir à viande. L'idéal serait que le bourreau fût une des innombrables filles violées dans ses livres. Elle pourrait lui broyer les noisettes au mixeur Boulinex. Ce serait l'idéal, puisque, je ne vous le fais pas dire, Boulinex libère la femme. C'est étonnant, non ?